Donc, bonjour, bienvenue à tous pour la 8e radio bien-être. Cette radio est donc maintenant une visioconférence organisée par TRAM, une association nationale de développement agricole. Je suis Céline Marek, membre de l'équipe projet bien-être de TRAM et je vais animer la radio. Vous êtes principalement aujourd'hui agent de développement, conseiller, vu la thématique du jour. Vous souhaitez améliorer votre bien-être au travail. L'objectif, c'est d'approfondir les connaissances sur ce thème-là depuis chez vous ou sur votre lieu de travail. La conférence va durer 1 heure et vous êtes aujourd'hui une quinzaine à participer. Mais voilà, peut-être que d'autres personnes vont encore nous rejoindre. Je vais d'ailleurs en admettre un certain nombre. Voilà. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est donc les sources de bien-être pour un agent de développement agricole, un conseiller, expert qui accompagne les actifs agricoles. Donc, nous allons traiter les erreurs à éviter en tant qu'accompagnateur de collectif, les croyances limitantes autour de ce métier et la juste posture à adopter en tant qu'accompagnateur. Ainsi, au cours de cette 8e radio, nous allons écouter 4 témoignages. Celui de Claire Baguet, référente agriculture biologique à la Chambre d'agriculture de l'Ain. Celui de Laurent Filion, conseiller territorial à la Chambre d'agriculture de l'Isère. Et nous terminerons avec Elsa Ebrard et Thierry Ponce, tous les deux formateurs à TRAM en accompagnement de collectifs d'agriculteurs. Donc, chaque intervenant témoignera une dizaine de minutes. Puis nos témoins répondront à vos questions pendant une vingtaine de minutes. Nous pouvons recevoir vos questions dans le chat, donc n'hésitez pas à mobiliser le petit onglet « Discussion » en bas de votre écran pour pouvoir poser directement vos questions. Et merci de préciser votre nom ou votre structure dans le nom de votre vignette pour qu'on puisse plus facilement vous resituer. Donc, comme je le disais, merci de couper vos micros pour une écoute plus confortable de la radio. Et nous allons tout de suite démarrer avec Claire Baguet. Donc, vous êtes référente agriculture biologique à la Chambre d'agriculture de l'Ain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier ? Alors, bonjour à tous. Donc, mon métier consiste à être la personne, on va dire, l'interlocutrice privilégiée sur toutes les questions qui tournent autour de l'agriculture biologique, que ce soit pour les agriculteurs en activité, sur des questions liées à la conversion de leur exploitation ou leur fonctionnement en bio, les porteurs de projets d'installation, mais aussi les opérateurs des filières, des magasins bio, des transformateurs, etc. Et également, je peux être là en appui aux collègues. Je gère aussi les relations avec les autres organismes agricoles du département en matière d'agriculture biologique. Très bien. Quelles sont, selon vous, les erreurs à éviter en tant qu'accompagnant de collectif ? Voilà. Alors, juste, je vais préciser qu'avant d'être référente bio, j'ai longtemps animé des groupes de développement ou des projets collectifs, ce que je fais un peu moins aujourd'hui, même si ça m'arrive encore. Mais voilà, j'ai une longue expérience d'animation de groupe. Alors, les erreurs à éviter, moi, je dirais que la première chose, c'est on est là en tant qu'accompagnateur et donc, il ne faut pas vouloir faire à la place des personnes qu'on accompagne. C'est avant tout à eux de travailler, d'amener les idées, d'amener le contenu et nous, on est là pour guider, pour amener de la méthode, etc. Et aussi, ne pas penser qu'on va avoir réponse à tout, garder une certaine humilité, c'est-à-dire voilà, on peut ne pas savoir, on peut ne pas connaître tous les sujets et quand on accompagne des groupes sur des thèmes très, très variés, bah, ça arrive régulièrement. Mais, pour moi, c'est pas grave, si on a la bonne posture d'accompagnateur. Également, ne pas imaginer à la place du groupe vers quoi on va arriver, quand on est surtout sur de l'émergence de projets. C'est vraiment au groupe de construire, au collectif de construire les choses. Et moi, je suis là, par exemple, pour amener de la méthode, tout le contenu, la définition du projet, c'est le groupe qui va l'amener. Voilà. Et donc, on ne sait pas au départ où on va arriver.
Vous disiez aussi ne pas vouloir imposer trop de choses, être dans la posture du guide. Est-ce que vous pouvez illustrer un petit peu comment vous voyez ça? Je dirais qu'il faut, alors autant effectivement on peut être, très, j'allais dire strict, c'est pas c'est pas le bon mot, mais cadré sur la méthode qu'on apporte. Après, il faut aussi avoir, une capacité d'adaptation parce qu'à un moment donné, il y a des choses, qui, ça accroche pas de cette façon-là avec le groupe. Il faut savoir changer, aborder les choses différemment, ça arrive qu'on peut se dire: «Ben, voilà, on va faire de cette façon-là», et puis ça ne cadre pas avec le groupe. Donc il faut avoir une capacité d'adaptation, pour, voilà, être guide, bien les emmener vers où ils veulent aller, mais pas de façon, rigide. Très bien, merci pour cette précision. J'avais une autre question, c'est quelles bonnes pratiques mettez-vous en place pour être bien dans votre travail au quotidien? Alors pour moi, ce qui est important, c'est, d'être, bien conscient de notre place en tant qu'accompagnateur et être clair, pour soi et pour le groupe dans notre rôle. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je vais apporter au groupe, qu'est-ce qu'on attend du groupe aussi, qu'est-ce qu'on attend des personnes qui font partie de ce collectif, jusqu'où je peux aller, et à quel moment on aura besoin d'autres compétences et il faudra, passer la main. Donc ça, pour moi, c'est, de clarifier les choses au départ, d'être très clair sur notre rôle, c'est, très important et ça me permet d'être bien après. Et puis également d'être clair sur les objectifs dès le départ, savoir, que tout le monde sache, vers quoi on va, qu'est-ce qu'on vise, de les avoir partagés et validés et qu'il y ait pas d'ambiguïté, ça évite tout malaise. Et ne pas hésiter à un moment donné, quand on sent qu'il commence à y avoir un malaise, à dire on pose les choses, on se rappelle les objectifs. Éventuellement, on peut les rediscuter si on se rend compte que c'est pas les bons, mais on repose les choses pour pas se trouver en porte-à-faux. Donc, moi, j'ai l'habitude de caler les choses en début d'accompagnement, prendre un temps vraiment spécifique pour caler les besoins, définir les objectifs et qu'on soit clair avec le groupe. Heu, voilà, après, ce qui est important aussi, bien sûr, c'est d'être à l'aise dans les techniques d'animation, avoir des outils, avoir sa bonne boîte à outils parce que, pour moi, c'est vraiment, cette aisance dans la méthode, dans l'apport de méthode qui va nous permettre d'être à l'aise dans l'accompagnement. Voilà, hein, comme je disais tout à l'heure, si on apporte la méthode, qu'on sait bien, gérer à ce niveau-là, le contenu, il va se remplir. C'est pas un problème. Voilà, et malheureusement, des fois, cette compétence d'animation dans nos structures n'est pas toujours très bien reconnue, alors que ce sont des vraies compétences qui sont pas innées, qui s'apprennent et voilà, donc j'en profite pour le dire. Je pense que Tout à fait, ceux qui c'est sont le là bon ne lieu, diront pas le contraire. c'est ça. Mmh. Oui, c'est pas inné. C'est vrai qu'après, il faut pouvoir avoir une structure qui accepte de prendre du temps pour prendre du recul, de la hauteur sur son métier et voilà, s'accaparer des outils percutants là-dessus. Mmh mh. Claire, est-ce qu'il y a autre chose sur ce sujet que vous auriez voulu ajouter, donc les sources de bien-être en tant qu'accompagnateur? Mmh. Alors oui, je pourrais dire qu'il y a aussi tout enfin, alors un petit point, d'ailleurs, qui dont Philippe aussi pourrait témoigner, c'est, de temps en temps, on a besoin d'avoir des soupapes de sécurité et d'avoir des collègues, proches de nous, bienveillants, à qui on puisse, aller, dire: «Ouh là, tiens, j'ai eu, une réunion hier, c'était lourd, j'ai pas su comment gérer ça et puis j'ai telle personne, je sais pas comment prendre». Ou au contraire dire: «Ah, je me suis éclatée hier, c'était une bonne réunion, on a avancé». Ça, c'est important de pouvoir, s'appuyer sur des collègues, pour ça. Et puis, il y a aussi quelque chose qui peut des fois être déstabilisant, pour, des jeunes conseillers, c'est quand quand on travaille sur, des périodes un petit peu longues avec des collectifs, il y a tout un aspect relationnel, hein, bien sûr, qui est, très présent et il faut, et on installe une certaine confiance.
Et du coup, on peut être amené à voir des personnes qui nous parlent aussi d'autres choses, plus personnelles, et cetera. Et ça peut aussi pas toujours être facile à gérer quand on démarre, quand on n'a pas cette expérience. Donc faut être à l'écoute, et puis être là pour ces personnes jusqu'à ce qu'on peut faire, hein. Enfin, il y a des fois, il faut leur dire aussi qu'on atteint notre limite et qu'il faut pouvoir les orienter vers quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est important, et puis savoir aussi détecter dans un collectif, quand, il y a une personne qu'on voit qui décroche, qui est mal à l'aise, voilà, donc être attentif à tout le monde pour que, désamorcer les problèmes dès qu'il y a quelque chose qui peut apparaître. Voilà ce que je voulais rajouter. Super, merci Claire. Je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui seront repris par Elsa et Thierry, qui interviendront plus en posture d'experts, accompagnateurs d'accompagnateurs. Donc c'est super, on pourra compléter là-dessus. On va passer la parole à Laurent Filion, qui est donc conseiller à la Chambre d'agriculture de l'Isère. Laurent, est-ce que vous pouvez nous expliquer, même question, en quoi consiste votre métier? Bien, oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, comme ça a été dit, je suis conseiller territorial rattaché à la Chambre d'agriculture de l'Isère. Mais en fait, j'ai plusieurs casquettes puisque je suis rattaché également en fait, sur un territoire qui est un territoire de parc naturel régional de Chartreuse, où je suis rattaché aussi à l'équipe du PNR en tant que chargé de mission agriculture. Voilà. Et à ce titre-là, en fait, au regard des conventionnements qu'il y a entre le parc et les deux champs d'agriculture, puisque le parc intervient également sur la Savoie et l'Isère. J'anime un collectif d'agriculteurs qui va bientôt fêter ses 30 ans l'an prochain. Donc, c'est l'Association des agriculteurs de Chartreuse qui a été créée au moment de la préfiguration du parc. Voilà. Donc voilà, et mes missions principales, en fait, c'est l'accompagnement de projets agricoles à caractère individuel ou collectif. Je passe beaucoup de temps, donc, comme je l'ai dit, à accompagner des projets plutôt émanant de ce collectif d'agriculteurs et d'agricultrices, donc l'AAC au sein du territoire du parc. Mais j'assure aussi l'interface entre les agriculteurs, les structures collectives, les CUMA. On a la chance encore d'avoir ici une coopérative en gestion directe, une coopérative laitière. Il y a des associations syndicales, on a un groupement foncier agricole, etc. Donc, toutes ces structures collectives en fait, siègent au sein du conseil d'administration de l'association. Et j'en assure l'animation. Voilà. Et puis, j'assure également la coordination et le pilotage de programmes divers et variés qui touchent à l'alimentation, au pastoralisme et à l'agro-environnement. Voilà. Et pour cela, en fait, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai la chance, en fait, au sein de la mission agriculture du parc, en fait, on est deux. Et ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est quand même quelque chose de très important de pouvoir échanger au quotidien avec un collègue de bureau qui est aussi sur les mêmes champs un peu d'activité. Voilà. Et puis pour finir, en fait, j'accompagne également les porteurs de projets qui toquent à la porte du territoire et qui souhaitent poser leurs valises ici sur le secteur. Et du coup, j'assure cet accueil, ce premier accueil, en lien avec les points d'accueil, installation et transmission des chambres, et en lien aussi avec les collectivités qui sont également interpellées par ces mêmes personnes. Donc c'est une grande diversité de missions et c'est ce qui en fait aussi la richesse du poste, avec notamment la diversité aussi des interlocuteurs. Voilà. Merci Laurent. Quelles sont selon vous les erreurs à éviter quand on est dans ce métier d'accompagnateur de collectif? Claire en a souligné un qui me paraît important, et elle a commencé par ça, c'est effectivement rester à sa place et éviter de faire à la place d'eux. Même si parfois, parce que je fonctionne beaucoup en groupe projet, même au sein de l'association, en fait, au lieu de partir un petit peu tout azimut, et notamment dernièrement, grâce à l'appui de Tram et d'Antoine Carré, on a pu mettre en place un certain nombre d'actions qui émanent d'une démarche prospective animée par Antoine. Et du coup,
d'éviter de partir un petit peu tout azimut et de fonctionner un peu en groupe projet. Et être quelque part être trop dans le faire en fait. Hein. C'est vrai qu'on a tendance en tant qu'animateur et un peu mon recul sur le métier me dit que c'est vraiment important en fait de rester à sa place entre guillemets. Et même si des fois on a envie de prendre un peu les manettes de la locomotive pour que ça avance un peu plus vite, mais pour moi l'animateur, l'accompagnateur de projet doit bien être en co-construction et et ne pas être à la place d'eux. Et en tout cas, c'est toute la subtilité qu'il y a dans le verbe à accompagner, en fait. Hein, voilà. Est-ce qu'on doit conduire? Est-ce qu'on doit guider? Est-ce qu'on doit animer, piloter? Enfin, voilà, c'est toutes ces nuances moi, qui me semblent importantes à souligner. Et puis, je pense qu'au fil des années aussi, je pense que les techniciens, il y a un certain nombre d'années, étaient sur de la prescription de solutions, en fait, face à un problème donné. Alors que moi, je pense depuis quelques années, on est plus dans la posture de co-construction en fait, de problèmes et donc de fait de la co-construction aussi, bien évidemment, de solutions avec les principaux concernés, qui sont les agriculteurs. Voilà. Alors, ce qui n'est pas évident parce que on a une diversité de sujets ces dernières années et on est sur des projets de plus en plus transversaux, multisectoriels et transdisciplinaires un peu. Et du coup, c'est pas toujours facile de garder le cap. Et donc de ramener tout ça, et ce Claire l'a souligné tout à l'heure, de ramener régulièrement, de re-questionner le groupe en fait sur les objectifs et voilà le cap à garder, quoi. Voilà. Donc voilà. Quand on a préparé la radio, vous disiez que c'est un métier qui pompe de l'énergie. Et qu'il fallait aussi se préserver dans ce sens-là et que les astuces dont vous nous avez fait part là, selon vous, c'est pour garder de l'énergie quand même et ne pas être complètement perdu dans cette mission. Oui, en tout cas, c'est vrai que je voulais c'est important à souligner. Si on veut garder le cap et surtout si on veut rester pertinent en fait sur la durée, et je pense qu'il faut apprendre et être modeste en fait et humble, comme l'a souligné Claire. À un moment, il faut savoir se ménager et puis on n'est pas non plus obligé de tout porter. C'est vrai que dans des dynamiques de groupe, il y a des hauts et des bas. On travaille avant tout avec de l'humain. Donc, on est sur de l'affect, on est sur des relations, surtout quand on accompagne des groupes sur la durée. Moi, l'association des agriculteurs, je les côtoie très régulièrement, même si les administrateurs changent. Mais en tout cas, il y a des relations un peu particulières qui se créent. Et du coup, c'est avec parfois aussi des situations un peu complexes et de fragilité chez certains, des situations familiales. Donc, on est informé d'un certain nombre de choses. Donc, du coup, on est un peu une éponge et où les gens, parfois, ont confiance en nous et se déversent parfois un petit peu plein de choses. Et du coup, on encaisse. Et à un moment, je pense qu'il faut aussi apprendre à se préserver si on veut tenir sur la durée. Voilà. Et donc, concrètement, Laurent, quelles sont les bonnes pratiques que vous mettez en place au quotidien pour être bien dans votre travail ? J'ai la chance, comme Claire, effectivement, d'être attaché à une équipe au sein de la Chambre d'agriculture. Alors, moi, au regard du profil du poste que j'ai décrit tout à l'heure, en fait, j'ai la chance d'appartenir à plusieurs familles. Donc, je suis rattaché à au moins 3 équipes. Et donc, ça, c'est vrai que c'est quand même une chance inouïe. Et puis, de partager la même culture métier dans ces 3 instances en termes de développement territorial. Et du coup, c'est une vraie chance qu'on a au sein de la Chambre de l'Isère, notamment, d'avoir une responsable d'équipe qui est très aguerrie en fait à ces pratiques d'animation un petit peu alternatives
Et elle nous enseigne, elle nous nourrit, c'est vraiment une personne ressource vers qui on peut se tourner à tout moment. Elle nous accompagne aussi lors d'événements un peu d'envergure sur le terrain. Et donc ça, c'est vraiment une vraie chance et une vraie personne vers qui on peut se tourner à tout moment. Et puis moi, je pense que c'est important aussi de se maintenir, aussi de se remettre en question, donc à travers notamment des formations. Je pense que c'est à tout âge, il faut savoir retourner en formation et de temps en temps, voilà, de côtoyer des gens qui viennent des quatre coins de la France et qui font des métiers un peu similaires. Et les échanges un peu off en dehors du cercle de formation sont également très, très nourrissants, quoi. Voilà. Et puis, de temps en temps, moi, j'ai été associé, voilà, à des programmes de recherche en fait, sur différentes thématiques et de côtoyer des chercheurs de temps en temps qui nous élèvent un petit peu, qui nous permettent de prendre de la hauteur. Ça, c'est vraiment une opportunité. On a la chance ici au parc, par exemple, d'avoir un conseil scientifique et d'avoir des personnes qui gravitent dans plein de sphères d'activité, et du coup ça c'est vraiment une chance, quoi. Voilà. Et puis je dirais enfin faire partie de réseaux, quoi, de réseaux professionnels ou à l'échelle du territoire ou au-delà, et de pouvoir échanger, voilà, sur nos pratiques avec des pairs un peu voilà, pour partager tout simplement, quoi. Voilà. Merci, Laurent. Oui, pardon. Non, et puis c'est vrai que j'avais noté aussi quelque chose, c'était de savoir aussi, et je pense que ça, à travers les formations, c'est de savoir se renouveler dans les approches et les pratiques. Voilà. Et les formations nous nourrissent pour ça, et de pouvoir, voilà, savoir un petit peu de temps en temps se renouveler, quoi. Voilà. Oui, tout à fait, c'est important. Ça rejoint se former tout au long de sa carrière. Merci Laurent pour votre témoignage. Je vais maintenant donner la parole à nos derniers invités, Elsa Ebrard et Thierry Ponce, formateurs à TRAM auprès des accompagnateurs de collectifs. Alors Elsa et Thierry, quels outils utilisez-vous pour accompagner les accompagnateurs de collectifs ? Donc bonjour à tous. Déjà, ça me fait plaisir d'avoir le témoignage de Laurent et de Claire, parce que ça illustre vraiment ce qu'on vit nous en Nouvelle-Aquitaine. Du coup, on est basé à Limoges et on intervient sur tout le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Comment on accompagne en fait les accompagnateurs de collectifs ? Alors depuis 2 ans, on est beaucoup sur des projets que vous connaissez peut-être, des projets Arpida, voilà, qui se terminent à la fin de l'année, et qui depuis 2 ans, on est donc sur un projet qui s'appelle Dynamitae, en fait, qui réunit plusieurs partenaires et qui a pour but en fait d'aider les accompagnants de collectifs en transition agroécologique à mieux animer leur groupe. Donc du coup, dans ça, on entend derrière, enfin on va l'expliquer après, mais derrière, c'est comment être mieux dans son métier. Donc ça, c'est pour un des projets Dynamitae. Et pour l'autre projet, on est sur l'appui à des conseillers de transmission, installation transmission. Et là aussi, on a eu pas mal de formations aussi d'accompagnement qui leur a été destiné en 3 fois 3 jours. Et ça les a aidés en fait à comment mieux être dans leur métier et comment mieux faire leur mission. Voilà. Ta question, c'était quels outils ? Et du coup, plus que des outils, en fait, c'est plus des méthodes. Du coup, je ne sais pas si Thierry, on le liste directement. Oui, il y a le premier projet dont Elsa vous a parlé. En fait, on a énormément fait de groupes d'échange de pratiques et puis d'ateliers de co-développement professionnel. Tout à l'heure, Laurent disait c'est vraiment intéressant d'avoir des échanges de pratiques avec des pairs. Là, c'est vraiment ce principe-là. Donc, vous savez que pour monter en compétences, il y a 3 moyens. Les 3 moyens principaux, c'est 10% par la formation. Donc, vous avez évoqué ça aussi tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui se passent en situation professionnelle. Et puis là, on est quand on est sur des groupes d'échange de pratiques ou des ateliers de co-développement professionnel, on est sur les 20-25% de montée en compétences, parce qu'on échange avec d'autres collègues, quoi, qui rencontrent les mêmes situations que nous, qui vivent les mêmes situations que nous. Et donc, je crois que c'est Claire qui l'a dit, tu as la chance aussi de beaucoup échanger avec des collègues. Laurent l'a rappelé, il fait partie de 3 équipes. Là, le but du jeu, c'était de monter d'un niveau, de monter d'un cran, on va dire.
C'est-à-dire qu'on n'est plus sur les échanges informels qu'on peut avoir au quotidien, soit au bureau, soit à la machine à café, soit lors d'une rencontre. C'est vraiment, on organise des temps où il va y avoir de l'échange entre praticiens, quoi. Et il y a les deux niveaux. Il y a le groupe d'échange sur une pratique. Alors là, ça peut être, on explore une pratique d'animation, un outil qu'on a utilisé. Je sais pas, je prends par exemple le photolangage. Et ben, moi, je vais présenter comment je l'ai utilisé avec mon collectif, pourquoi je l'ai utilisé, comment je vais décortiquer la façon dont je l'utilise. Et puis après, on va avoir un temps d'échange où on va, chacun va amener sa façon de faire. Donc, on va échanger des façons de faire. On va mieux comprendre comment ça marche. Et puis, on va peut-être se projeter, dire, tiens, je pourrais peut-être utiliser cette technique-là à tel moment dans mes animations. Donc ça, c'est plus pour échanger sur vraiment une pratique au quotidien. Et le deuxième outil qu'on a beaucoup utilisé donc avec vos collègues, c'est l'atelier de co-développement professionnel. Donc, pour ça, on utilise une méthode qui est la méthode Payette et Champagne, qui sont deux chercheurs dans le milieu médical au Québec. Et vous savez que dans le milieu médical, il y a beaucoup d'échanges et de montées en compétences par l'observation des pratiques, etc. Et donc, ils ont mis au point cette méthode-là qui permet d'aborder des situations complexes. Donc, des situations qu'on ait 15 jours d'animation ou 30 ans d'animation dans son bagage, eh ben, on peut être confronté à des situations complexes. Laurent l'a rappelé, je crois, hein, où on ne sait pas par quel bout le prendre. Et du coup, on s'appuie sur un groupe de collègues pour poser cette problématique professionnelle. Et puis, par la méthode que je ne décris pas là, mais qui est en 5-6 étapes, on va explorer cette problématique et on va répondre à la demande de celui qui pose la problématique sur la table. Donc, ça demande beaucoup d'écoute, ça demande aussi de la prise de recul par rapport à ce qu'on fait, et puis ça aide chacun, que ce soit celui qui a posé la problématique ou ceux qui sont là pour faire cet atelier. Ça aide chacun à progresser dans la compréhension justement de ces situations complexes et trouver des solutions qui peuvent être originales ou qui peuvent être l'application d'un retour d'expérience qu'on peut avoir des uns et des autres. Et par rapport à ces projets-là, comment ça se passait au niveau des groupes? Donc, effectivement, nous étions en posture d'accompagnant, c'est-à-dire qu'il y en avait un qui venait avec une situation problème. Donc, c'est, voilà, en fait, je suis arrivée, il y avait un GI2E qui était en place, et moi, nouvel animateur, on m'a dit de l'animer, et je ne sais pas comment faire. Voilà. Donc, il y a tous les autres collègues qui viennent et puis qui apportent des billes aussi. Donc, ça, c'est une première phase où, en fait, ils échangent entre pairs et ils s'apportent les uns les autres entre pairs. Et en fait, il y avait une deuxième phase dans ces groupes-là, par rapport à la situation, où nous, on intervenait en tant que, on va dire, un peu expert en technique d'animation, où on apportait en fait des éléments nouveaux, voilà, ce qu'ils pourraient trouver, donc des nouvelles méthodes, de nouveaux outils d'animation, ou également des choses qui font référence à la posture de conseiller. Et là, j'en profite en fait que vous soyez en visio pour vous présenter, pour ceux qui voient. En fait, TRAM, on a fait paraître un spécial travaux et innovation sur le thème des collectifs en transition agroécologique. Donc ça vient de paraître. Dedans, on trouve vraiment tout ce qu'on peut utiliser pour animer des collectifs en transition agroécologique, que ce soit des GI2E, 30 000, défis ou autres. Et sur le thème de la posture, on s'est beaucoup appuyé, nous, sur les fiches aussi qui étaient parues dans Cotrae. Voilà, un projet que certains connaissent peut-être, et où dans les fiches, dans les annexes, en fait, il y a beaucoup de choses. Je vous prends par exemple l'exemple du contrat triangulaire. Donc Claire en a parlé en fait, en disant que des fois on avait du mal à se situer, comme ça on arrive dans un groupe, on ne sait pas vraiment ce que le groupe attend, ce que nous on a une fiche de poste, mais on ne sait pas vraiment si ça colle, voilà. Et le contrat triangulaire, en fait, donc entre le conseiller, le groupe d'agriculteurs et l'employeur, permet vraiment de définir les attentes d'un côté, les objectifs qu'on a, etc., etc. Voilà, donc ce type en fait d'outils ou de méthodes qu'on utilise, on leur présentait et ça les aidait eux à mieux être finalement dans leur métier. À ce sujet, c'est une question. Des situations comme l'a décrit Laurent, hein, où il se retrouve à la croisée de plusieurs chemins, quoi, entre son employeur,
l'autre chambre d'agriculture de Savoie, le parc, voire des collectivités locales, tout ça. C'est, je crois, hyper important justement de bien faire vivre ce contrat entre les différentes parties prenantes. Et il y a un exercice qui peut être intéressant à faire. Moi, je l'ai fait plusieurs fois dans des situations comme ça. C'est un jeu cadre de Tiagui qui s'appelle l'offre et la demande. C'est-à-dire que ça permet à chaque partie prenante de clarifier ce qu'elle attend de l'autre et puis aussi de clarifier ce qu'elle offre à l'autre. Et tant que les choses ne sont pas synchro, eh ben, ça veut dire qu'il faut travailler. Ça veut dire qu'il y a peut-être une des parties prenantes qui ne s'y retrouve pas dans ce qui est offert, dans ce qui est demandé. Et donc, ça permet de pointer du doigt ce qui est synchro, mais aussi ce qui ne l'est pas. Et moi, j'appelle ça de l'hygiène de fonctionnement du collectif. On faisait souvent ça. J'ai eu la chance de travailler en Isère et je me rappelle avoir fait ça avec le parc de Chartreuse et puis l'AAC notamment, et la chambre d'agriculture pour le coup. Et ça permettait de remettre à plat vraiment les choses il y avait besoin de remettre à plat des choses. Merci Thierry et Elsa. Et vous qui avez accompagné pas mal d'accompagnants, quelles sont les croyances limitantes autour de ce métier? Est-ce qu'il y en a et lesquelles vous auriez envie de partager? Ouais, alors une qui revient très souvent, c'est en fait c'est la peur de, comment dire, du regard de l'autre qui est présente chez beaucoup de personnes. Et les conseillers animateurs, en fait, sont souvent là-dessus quand il s'agit, parce que ce qu'on fait, donc on vous l'a expliqué, hein, des groupes d'échange de pratiques ou de co-développement. Et en parallèle, souvent, on propose des formations à l'animation. Donc ça, une fois que le conseiller animateur a fait les deux, il se sent plus aguerri parce qu'il se dit j'ai la théorie sur les outils techniques d'animation et en même temps, je vois que chez les autres, c'est possible de changer. Voilà, donc c'est là où il va rentrer en phase de changement. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que oui, voilà, par rapport à la formation outils et techniques d'animation qu'on propose, ils sont super contents. Souvent, ils sont là, ouais, c'est génial ces techniques-là. Sauf qu'ils se disent, mais j'ai une question quand même. Est-ce que le groupe d'agriculteurs ne va pas me trouver bizarre si jamais je propose ça? Enfin, c'est vraiment le regard des agriculteurs. Peut-être d'ailleurs que Claire et Laurent pourront dire un mot là-dessus. Et ça, c'est vraiment une croyance limitante, en fait. C'est croire que les agriculteurs, ils vont pas vouloir jouer le jeu. Et derrière, il y a en fait peut-être la peur de ne pas être pris au sérieux, de proposer des outils ou techniques qui sortent du cadre. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui, en même temps quand on les fait réfléchir sur cette question-là, cette prise de conscience-là, on évoque aussi ce qu'on appelle la zone de confort. C'est-à-dire que on a tous une zone de confort, c'est-à-dire des choses qu'on sait bien faire, qu'on a déjà fait, etc., et où on est à l'aise. Et puis là, quand on propose des techniques d'animation aussi qu'ils découvrent, ça veut dire qu'on les amène à sortir de leur zone de confort. Donc, on leur dit aussi de faire attention, de ne pas aller dans une zone rouge qui est une zone où on ne maîtrise plus rien, où on se fait déborder, etc. Donc, c'est aussi de tester petit à petit des méthodes, peut-être dans un cadre où c'est plus confortable, peut-être en se faisant accompagner par un collègue. Ça, c'est une bonne façon aussi de monter en compétence. Où justement on peut sortir de sa zone de confort, mais si je ne contrôle plus, j'ai un collègue qui est là sous la main pour m'aider à me dépatouiller avec ça. C'est vraiment un élément à prendre en compte, quoi, pour ne pas partir la fleur au fusil, parce qu'effectivement il y a certains groupes qui peuvent bloquer et refuser une technique d'animation. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Il faut savoir comment on peut réagir à ce moment-là. Mais souvent, la première barrière, effectivement, elle est en soi. On croit que le groupe peut accepter pas ça et va refuser. Alors que souvent, la première barrière, elle est en soi. Et peut-être une croyance aussi qui vient là-dessus, et j'en profite pour parler de ce que nous, on apporte aussi au niveau des plans d'action. Tout à l'heure, Claire, elle en parlait, elle disait qu'à chaque année, elle fait un bilan un peu de ce qu'ils ont fait et puis elle propose une suite. Et donc, nous, en fait, on insiste sur essayer de mettre un rôle pour chacun. Voilà. Et peut-être une des croyances limitantes, c'est que certains se disent « Ah, mais non, mais là-dessus, personne ne va y aller. » Sauf que nous, on leur dit, sous le ton de la plaisanterie, pas de chocolat. C'est-à-dire que si jamais personne n'y va, c'est que pour eux, ce n'est pas essentiel.
et on les incite à ne pas y aller eux, parce que comme disait Laurent, il faut aussi se préserver et que sinon, voilà, c'est le conseiller animateur qui fait tout. Tout à fait. Et, il y a certaines actions qui peuvent être importantes, mais qui ne vont pas être abordées par le groupe ou pas au moment où ça se discute. Ça peut ressortir 1 an après ou 2 ans après. Moi, j'ai souvenir d'avoir fait ça sur le Trièves, qui est une autre région de l'Isère, là, sur le sud, lorsque l'autoroute allait arriver. Alors, tous les agriculteurs parlaient de ça, mais quand avec le groupe, on dit est-ce qu'on fait un groupe de travail là-dessus et qui y va, il n'y avait personne. Donc, on a fait pareil, on a fait pas de bras, pas de chocolat. Et du coup, j'avais une dernière question pour vous. Ça a été fait en référence par Laurent et Claire, c'est la juste posture de l'accompagnateur. Est-ce que vous pourriez nous donner des éléments là-dessus? Oui, après, Laurent et Claire ont déjà dit pas mal de choses. La juste posture, c'est ça, c'est être plutôt en guide. Donc, ne pas faire à la place. On le voit beaucoup sur l'émergence. Souvent, sur l'émergence, le conseiller va avoir une posture un peu nécessaire au groupe. En fait, c'est lui qui va faire le lien, c'est lui qui va être là, voilà, qui va peut-être avoir des idées qui viennent d'ailleurs. Laurent parlait du fait d'être justement d'avoir des idées mais qui viennent un peu prendre de la hauteur par rapport à d'autres structures, etc. Donc ça, c'est intéressant. Le conseiller va vraiment être la pierre angulaire en fait du projet. Et en fait, le tout, c'est de passer de l'émergence à l'accompagnement, c'est-à-dire faire que le projet ne soit pas le projet du conseiller, mais devienne vraiment le projet du groupe. Voilà, donc repenser au collectif, ce qui fait collectif, c'est-à-dire un objectif commun, un rôle pour chacun, l'interconnaissance entre les personnes, voilà, les 3 grands points qui font collectif. Je sais pas si tu as Oui, je pense que Claire et Laurent ont bien résumé un peu la posture. Moi, ce que je dis souvent aussi, c'est qu'il convient d'être ferme sur le contenant, c'est-à-dire les méthodes, les outils, tout ça, et lâcher prise complètement sur le contenu. Parce que sinon, on va biaiser un peu la réflexion du groupe. On peut sans parler de manipuler, mais on peut, parce qu'on est convaincu que c'est ça qu'il faut faire, que c'est ça la bonne idée, que c'est ça la bonne solution, on peut influer, quoi. Et c'est important aussi de clarifier à ce moment-là aussi le rôle. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps avec une conseillère qui accompagnait du Cantal, de mon département d'origine, qui accompagne un groupe qui réfléchit à la valorisation de leur viande. Et on a fait un petit schéma qui s'appelle l'analyse du réseau, et ils positionnaient la conseillère comme porteur de projet. Et en les faisant réfléchir, ils ont dit non, les porteurs de projet, c'est nous. Et la conseillère, elle fournit du temps, elle fournit effectivement de l'énergie, voilà, elle fournit une relation avec la chambre d'agriculture, etc. Mais ce n'est pas elle qui est porteur de projet. Et il y avait besoin de clarifier à ce moment-là son rôle dans l'organisation. Ouais, voilà, c'est vraiment clarifier les attentes en fait des 2 côtés, du conseiller et du groupe, et aussi du conseiller et de son employeur. Voilà. Et dernier point, peut-être, c'est ce que disait Laurent, continuer à se former. Et là-dessus, vraiment, les conseillers animateurs, ils travaillent avec des gens, donc ils travaillent avec des humains. Et ils ont vraiment intérêt à se former sur tout ce qui est du développement personnel. Alors, il y a quelques formations, je pourrais vous parler de PNL, je pourrais vous parler d'analyse transactionnelle, de théorie des organisations aussi. Tout ça, il y a des références sur Internet. Et c'est vrai que nous, à Tram, on a cette chance-là aussi, c'est de se former avec des outils comme ça qui nous permettent après de mieux comprendre et d'être mieux dans son métier. Voilà, parce qu'on est bien avec les autres que si on est bien avec soi-même. Alors moi, je voulais juste revenir sur le cas qu'a évoqué Laurent, là, sur ce que vous avez mis en place au sein de l'équipe des animateurs sur les territoires, et notamment peut-être le bocal magique. Le bocal magique, en fait, c'est l'appellation que vous avez prise pour dire c'est notre groupe d'échange de pratiques ou de co-développement professionnel sur tout ce qui tourne autour de l'animation. Ça veut dire que ça questionne vraiment l'organisation et notamment peut-être les chefs de service ou les directeurs, etc., de permettre aux salariés, aux animateurs, de pouvoir déclencher par eux-mêmes en autonomie un groupe d'échange. C'est-à-dire, je suis confronté à une situation professionnelle qui vraiment me pose problème, je ne sais pas par quel bout le prendre, je déclenche une séquence de travail, alors à distance ou en présentiel. Nous, on a fait beaucoup de choses en distanciel avec le Covid, là, d'échange de pratiques, des groupes d'échange de pratiques ou de co-développement professionnel, ça marche très bien. Il n'y a pas de raison.
Mais permettre au sein d'une organisation cette liberté-là, c'est vraiment un investissement qui est important. Et parfois, il faut vraiment discuter avec les chefs de service, discuter avec la hiérarchie pour qu'ils comprennent bien la manip et qu'ils ne se disent pas c'est encore un temps de machine à café. Ça n'a rien à voir, quoi. Même si la réunion peut parfois se passer dans le local où il y a la machine à café. Oui, puis je trouve que ça renvoie, ce que vous disiez juste avant, à la notion de contrat qui, comme disait Laurent, ça peut être nécessaire ou clair, je ne sais plus, de le mettre par écrit. Et c'est le contrat, on le fait au démarrage d'un projet avec un collectif, mais on peut régulièrement le re-questionner, une nouvelle personne qui arrive, un projet qui change un petit peu ou un conflit, voilà, un dysfonctionnement. Et dans l'outil dont on vous parlait, là, le hors-série, il y a tout un zoom sur comment on établit un contrat avec un collectif, si vous voulez aller plus loin là-dessus. Merci Elsa et Thierry, on arrive à la fin de nos témoignages et donc on peut passer au temps de questions. Donc il y en a, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je les formulerai à votre place. J'ai vu qu'il y en avait déjà une qui a été posée. Voilà, par Pierre Garcia. Donc ça se dirige plutôt sur Laurent ou Claire. Comment votre métier a évolué ces dernières années au vu d'une conjoncture économique parfois difficile pour les agriculteurs? Est-ce que Laurent ou Claire voudraient répondre? Pas facile. Alors, moi, je peux peut-être répondre, mais je ne vais pas répondre directement à la question parce que moi, aujourd'hui, mon poste a évolué vers l'agriculture biologique et on va dire, des fois, c'est ce que je dis à mes collègues, moi, j'ai la chance de travailler essentiellement en grande majorité avec des agriculteurs qui se projettent dans autre chose, ont des projets. Et même si au départ, ils sont face à une conjoncture difficile, quand ils m'appellent, par exemple, pour se dire tiens, est-ce que je pourrais passer en bio, c'est que ça y est, ils sont partis sur on cherche, on se re-questionne, on cherche des solutions. Et donc, j'ai plutôt des gens en face de moi qui sont plutôt positifs et voilà. Et auparavant, quand je travaillais avec les groupes de développement, ils étaient plutôt aussi dans un état d'esprit, où ils cherchaient à avancer et pas forcément. Donc, j'ai peu de contact en fait avec vraiment la difficulté. Voilà. Merci Claire. Laurent, est-ce que vous auriez un témoignage? Oui, simplement rajouter, moi qui évolue là dans un territoire de moyenne montagne, où c'est avant tout une terre d'élevage, la problématique de l'élevage laitier, alors ici comme bien évidemment ailleurs, c'est un problème. La question du renouvellement des générations dans l'élevage laitier hors cadre familial, c'est compliqué, avec des sommes d'argent en jeu qui sont colossales. Et sur des territoires de moyenne montagne, en fait, on a la question de la modernisation des bâtiments d'élevage. Là, on est au pied du mur, en fait. On a un super outil de transformation, mais derrière, le volume de lait, si on se projette à dans 10 ans, il est loin d'être sécurisé, quoi. Voilà. Et du coup, là, il y a vraiment un travail colossal à faire d'accompagnement, et surtout, il y a quand même quelques éleveurs qui sont en grande difficulté. Parce qu'ils travaillent dans des conditions quand même très très à l'ancienne, quoi. Et du coup là il faut vraiment s'atteler pour que à la fois les ménagers, et parce qu'ils sont pas tout de suite à l'âge de la retraite pour certains, et puis surtout que leur outil soit transmissible demain, quoi. Voilà. Donc voilà, en tout cas concernant les éleveurs laitiers, voilà, je suis vraiment confronté parfois à des situations de détresse et de fragilité. Et puis par contre non, enfin ici en Chartreuse, on est il y a pratiquement un agriculteur sur deux qui est sur des logiques de vente directe, circuit court, et donc il y a une dynamique autour de ça, parce qu'on a des bassins de population quand même très importants en périphérie, donc il y a une dynamique qui quand même permet à l'agriculture de plutôt bien s'en sortir ici sur le territoire. Très bien, merci Laurent. Moi, j'avais une question pour à qui voudra, peut-être aux 3 ou pas, aux 4 d'ailleurs.
je débute dans le métier en tant que conseiller, parce qu'en préparant la radio, on se disait avec Thierry que c'est bien, on a des témoins aguerris, mais il y a aussi des conseillers qui démarrent tout juste. Voilà, je démarre, qu'est-ce que je dois faire? La première chose que je devrais faire, c'est quoi? Ou le point de vigilance qu'il faut à tout prix que j'ai en tête, selon vous? Ouais, ça a été dit. Enfin, je pense que si la personne en question a la chance d'évoluer et d'être attachée à une équipe, en fait, avec des personnes qui font des métiers à peu près similaires, c'est surtout voilà, d'échanger. Et c'est ce qui fait la richesse en fait, d'une équipe. C'est vrai qu'il y a toujours, quelle que soit la structure, un turnover qui est là. Et ce qui est intéressant dans une équipe, c'est d'avoir un équilibre, je dirais, à la fois homme-femme et puis surtout une grande diversité de générations. Quoi, voilà. Et en tout cas, nous, en Isère et en Savoie, c'est un petit peu le cas. Et c'est vrai que ça, c'est. Même si les métiers, en guise d'anecdote, c'est vrai que les métiers liés à l'animation et à l'accompagnement sont quand même très féminins. Quoi, voilà. Les effectifs dans les chambres, en fait, sont je pense, au moins aux 2 tiers occupés par des femmes. Quoi. Oui, moi, j'irais dans le sens de Laurent. Pour avoir accompagné pas mal de conseillers qui démarraient là, au sein du réseau des chambres d'agriculture, là, quand je travaillais pour le service formation des chambres, la réseau LIA, on voyait souvent des jeunes qui démarraient et qui se mettaient un peu une injonction sur les épaules, injonction de dire je dois faire face à toutes les situations, je dois savoir répondre à toutes les questions qu'on me pose, etc. Donc on voit bien que c'est quasiment une mission impossible. Et aussi, il y avait l'injonction sois fort. C'est-à-dire que voilà, je viens d'être embauché, donc je dois être capable de remplir mes missions et donc je dois me débrouiller tout seul. Et donc, il y avait tout un travail à faire pour leur dire oui, on peut, quel que soit l'âge, être confronté à des situations qu'on ne maîtrise pas, tout ça. Et surtout, ce qui est important, c'est de demander de l'aide, quoi. Ne pas rester tout seul, quoi, parce que c'est la meilleure façon de se planter, quoi. Et puis souvent, ils se découragent, oui. C'est-à-dire qu'on les embauche, c'est ce que je disais tout à l'heure, on les embauche pour animer un GIE2E, ils n'ont même pas été à l'émergence, voilà, ils doivent accompagner, ils ne connaissent rien. Donc déjà, oui, c'est ça, c'est clarifier en fait ce qu'on attend d'eux par rapport à la fiche de poste donc de l'employeur et par rapport au groupe, vraiment clarifier ce qu'on attend d'eux, passer quelques mois un peu à essayer, hein, parce que dans les apprentissages, là, tu as dit aussi que le fait de savoir faire, mais du coup, ça apprend aussi. Et puis après, ne pas hésiter à aller se former, donc aller se former pour avoir vraiment une base théorique en fait sur l'animation. Et si on a la chance de participer à des groupes d'échange de pratiques ou de co-développement qui permettent vraiment d'assurer, en fait, de se réassurer et d'assurer les connaissances de garantir les connaissances qu'on a vues. Quoi. Et peut-être juste pour me compléter, en fait, et de demander, en fait, ça se met tout doucement en place, mais un système de tutorat, en fait, avec au sein d'une équipe, en fait, d'avoir un tuteur plus expérimenté, plus âgé, et qui pourrait venir un peu, qui serait la personne ressource de la personne qui démarre dans l'activité. Oui. C'est d'autant plus vrai sur des missions où il y a parfois urgence, c'est-à-dire qu'il y a un conseiller qui est parti, on en recrute un nouveau. Moi, j'ai souvenir d'un conseiller qui me disait j'ai été embauché le vendredi et le lundi, j'étais sur une exploitation pour faire un dossier PAC. Et il savait à peine ce que c'était la PAC. Donc, vous voyez, c'est une mise en danger parce qu'il y a urgence, parce que c'est la période où il faut faire les dossiers PAC, etc. Donc ça, il faut aussi qu'au sein des organisations, des équipes, ça soit anticipé, ça soit géré, quoi. Mais des fois, on peut mettre en danger des personnes. Oui, moi, je voulais rajouter sur cette notion justement de tutorat, de s'appuyer sur les autres personnes. Effectivement, la difficulté, c'est qu'un jeune qui arrive dans une organisation comme nous, alors surtout ces derniers temps où il y a quand même eu beaucoup de gens en télétravail, etc. Et en fait, ils arrivent en ne connaissant pas les personnes. Donc, ils ont pas forcément, ils ne savent pas sur qui s'appuyer, où aller, et puis ils n'osent pas, hein, tout simplement. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut qu'on arrive à faire passer dans nos organisations, c'est que il faut que tout ça soit organisé. Moi, j'ai eu l'expérience l'année dernière d'accompagner 2 jeunes collègues, mais c'était leur chef d'équipe qui m'avait sollicité. Et donc ça, c'était très bien. Ils avaient donc un travail d'animation d'un groupe d'agriculteurs en lien avec une collectivité sur un projet de méthanisation. Et je les ai accompagnés. On a fait plusieurs, donc sur tout. Alors, je n'ai pas été présente aux réunions, mais
mais on s'est vu plusieurs fois. Je les ai aidés à organiser les choses et vraiment, enfin, ils ont eu un retour très positif. Donc, quand en plus c'est organisé par le responsable hiérarchique, bah, ça se passe vraiment très bien. C'est intéressant aussi pour nous d'accompagner les jeunes et puis pour les jeunes d'avoir ce soutien. Et ce que dit Claire, ça me fait penser à la formation. On parle de la formation des jeunes, mais c'est aussi important que les managers se forment aussi pour voir comment ils accueillent en fait en interne ces personnes-là. Ouais, parce qu'on leur met la baroute aux jeunes qui arrivent et on leur met la pression. Donc ça, c'est un peu gênant, je trouve, des fois. Ouais. Mon premier chef de service m'avait dit Thierry, il faut être polyvalent, pointu. Donc, vous voyez où était placée la barre. Moi, je voulais juste revenir sur ce que j'appelle les métiers un peu isolés, c'est-à-dire que Laurent fait partie d'une équipe où vous êtes assez nombreux sur l'Isère, finalement, de conseillers qui font un peu le même métier. Mais il peut y avoir des conseillers qui sont très isolés, où le gars est tout seul, parfois sur un mi-temps, etc. On a rencontré ça un peu sur le projet Nouvelle-Aquitaine avec les conseillers transmission. Certains départements avaient plusieurs conseillers transmission et d'autres départements, la personne était toute seule. Et le fait de faire à ce moment-là une action qui peut être sur un périmètre géographique qui sort du département, là c'est régional, ça permet de repérer aussi des compétences parce que oui, quand on est tout seul à faire les transmissions sur un département, il faut être polyvalent, il faut être pointu. Donc ça commence à être difficile. Et là, ils ont beaucoup apprécié de commencer à mettre en place une organisation régionale où ils vont échanger avec eux, ils vont faire on leur a fait faire pas mal d'échanges de pratiques et puis d'ateliers de codev, et ils commencent à faire des actions ensemble. Et ça, je crois que c'est intéressant, et ça peut arriver aussi pour des structures en dehors des chambres d'agriculture, hein, les animateurs des PAT, les animateurs parfois dans les parcs ou d'autres structures, peuvent être aussi isolés, et il y a besoin de créer du réseau. Merci Thierry. On a une question de Isor. Dans mon poste d'animatrice de groupe, je fais face à la diminution du nombre d'adhérents et à leur vieillissement sans perspective de renouvellement. Isor, vous n'êtes pas la seule. Avez-vous des pistes de posture d'animation dans ce cas? Qui pourrait répondre? Question qui concerne beaucoup de personnes. Oui, on l'a rencontré, on rencontre assez couramment, ça, hein, c'est clair. C'est vraiment aussi, moi, ça me renvoie aux tendances qui sont observées dans la société, notamment dans tout le tissu associatif, où il y a des comportements qui évoluent. On parle de comportements post-it, c'est-à-dire que je vais participer je suis adhérent à une association, je vais participer à telle activité, ça m'intéresse, et puis après, je vais reprendre mon post-it. Et puis, je vais rentrer dans mon coin. C'est les différentes formes d'engagement. Là, donc, voilà, je suis plus dans un engagement consommateur. Je viens quand ça m'intéresse. Contrairement, le contrario, c'est l'engagement timbre-poste, où là, l'association, par exemple, c'est l'enveloppe. Et puis, moi, je vais adhérer fortement aux valeurs, aux projets. Et je serai là quand ça ira bien, mais je serai là quand ça ira mal aussi. Et on retrouve ça aussi dans l'engagement des agriculteurs, dans les collectifs, hein. Donc, c'est encore une difficulté de plus avec lequel il faut faire en tant qu'accompagnateur de collectifs d'agriculteurs. Sur le vieillissement, ça va vraiment être l'enjeu, hein, l'enjeu d'avenir, hein, le vieillissement des personnes et les départs en retraite et des exploitations qui se retrouvent sans personne. Donc là-dessus, je ne sais pas si on a la solution, si on l'avait, ce serait bien. Mais sur la diminution du nombre d'adhérents, c'est toujours essayer de remobiliser, en fait. Et en remobilisant, c'est ce qu'on disait, c'est bien de penser un rôle pour chacun, même un petit rôle, en fait. La personne va se sentir engagée vis-à-vis du groupe à venir et donc va avoir tendance plus à se mobiliser pour le groupe. Oui. Et il y a des fois il y a des moments un peu clés. L'énergie, elle est cyclique, hein, au sein du groupe, et les projets peuvent être cycliques aussi. Et des fois, ça fait du bien de resecouer le cocotier, redéfinir un peu c'est quoi notre vision d'avenir, pourquoi on est là, vers quoi on veut aller, pour repartir parfois sur des nouveaux projets. En tout cas, c'est sûr que Isor, si tu ne te sens pas bien là-dedans, parle-en. Voilà, c'est le conseil aussi qu'on peut te donner, c'est va voir des collègues et essayer d'en parler. Voilà. Il y en a sûrement d'autres qui sont dans le même cas et qui pourront donner des clés. Laurent. Ouais, moi, effectivement, ça nous parle, tout ça. Moi, j'ai la chance d'avoir... alors, il y a un peu une crise là au sein de la gouvernance de l'association que j'anime, mais il y a une formation, une sorte
gouvernance collégiale, il n'y a pas de président et ça fonctionne malgré tout quand même. Voilà. Et je dirais, heureusement, là, je parlais des femmes tout à l'heure, là, au niveau des agricultrices, là, moi, j'ai un petit groupe d'agricultrices, de jeunes agricultrices vraiment très motivées qui secouent un peu le cocotier, quoi, voilà, et qui bousculent un petit peu l'ordre établi. Et du coup, ça, c'est, enfin, je pense que voilà, c'est pas tout focalisé sur les agricultrices, mais en tout cas, je pense qu'elles ont peut-être un rôle à jouer qui était moins présent dernièrement. Et puis, en fait, je voulais juste évoquer quelque chose qu'on met en place depuis un petit moment, c'est d'organiser les conseils d'administration de l'association en fait, chez les administrateurs. Parce que je vois la configuration du territoire ici, avec des effets de vallée, où il y a des temps de route en fait, importants. En fait, les agriculteurs entre eux ne se connaissent pas. Et du coup, surtout, c'est une diversité de production importante. Hein, et du coup, le fait de découvrir pendant 1 heure, juste avant d'entrer dans le vif du sujet du conseil d'administration, de visiter la ferme et d'échanger sur ce que font les uns les autres, et ben, en fait, c'est aussi un attrait supplémentaire pour venir en réunion et ça multiplie les échanges. Et moi, j'aurais envie de partager, j'anime plusieurs associations là, avec des salariés agricoles, mais les problèmes sont identiques. Avant, c'est un rôle qu'on donnait aux administrateurs. Hein. Ce n'est pas l'animateur qui a été chargé de faire venir des adhérents et de mobiliser. Et il y a une époque où ils allaient dans les exploitations à des événements particuliers et ils parlaient de leur association et ils faisaient venir des gens. Il y a aussi des assos où c'était l'animateur qui prenait sa voiture et qui faisait du porte-à-porte. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de temps pour faire ce genre de choses, mais voilà, c'est encore ce qui marche le mieux, je pense. En tout cas, c'est un autre point qu'on pourrait rajouter aux pistes. Alors, on n'est pas très, très nombreux, hein, donc s'il y a quelqu'un qui veut ouvrir son micro et poser une question directement, c'est encore possible. Il nous reste 2 minutes. Il y avait un point que je trouvais intéressant, c'était, je ne sais plus si c'est Claire ou Laurent qui l'a abordé, c'était quand on commence on accompagne les gens un peu sur la durée, on a un niveau d'intimité avec les gens qui devient important. Intimité au sens Eric Berne du terme. Voilà, c'est ça. On se connaît bien finalement, et puis on a vécu des choses ensemble, tout ça. Parfois, on peut, en tant qu'animateur de ce groupe-là, avoir des difficultés à mettre les pieds dans le plat parce qu'on a peur justement de froisser les gens parce que finalement, on les connaît bien, etc. Donc, il peut y arriver qu'il y ait des biais qui se mettent en place où on n'a plus la prise de recul et on a perdu un peu cette posture où on va questionner les gens, les faire réfléchir vers quoi ils veulent aller, etc. Et parfois, ça vaut le coup au sein des équipes, si vous travaillez en équipe, c'est vraiment une chance, de faire venir un collègue, ou faire venir Tram, hein, bien sûr, mais faire venir un collègue qui lui, n'aura pas tout le vécu que vous avez avec le groupe et les liens d'intimité que vous avez tissés au fil de l'eau. Et du coup, s'il faut mettre les pieds dans le plat, il mettra les pieds dans le plat, sans le casser, bien sûr. Sans casser les pieds. C'est vrai que ça me fait penser à l'outil de diagnostic qu'on a à Tram, où en fait on brosse les composants d'un groupe, le leadership, l'organisation, les activités, etc. Et en fait, les administrateurs et l'animateur remplissent eux-mêmes, répondent à des questions. Et en fait, on établit sur quels endroits, donc activités, leadership, etc., il y a le plus de choses, le plus de difficultés. Et comme ça, on a la tendance vers laquelle il faut le plus travailler, l'aspect le plus critique de l'association. Et au contraire, on sait aussi ce qui est très bien et ce qu'on peut valoriser dans l'association, ce qui fonctionne, quoi. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Je crois que c'est un outil qui doit s'appeler diagnostic de l'organisation. Et c'est vrai que… Dans une formation qu'on propose à Tram, puis pas que nous, d'autres aussi, c'est une formation sur 2 jours, et c'est vrai que c'est intéressant. Enfin, je l'ai fait dernièrement en visio avec des conseillers CUMA, 4 demi-journées, et ils étaient super intéressés. Ouais, ça montre vraiment les points qui vont bien, et les points où là, il faut faire un boulot au sein de l'organisation. C'est ça, c'est ça.
Dans la même veine, et puis on a testé il n'y a pas très longtemps un autodiagnostic de la motivation. C'était pour répondre à la question d'avant sur la diminution du nombre d'adhérents, etc. Et ça permet d'aborder un peu tous les points essentiels dans la motivation. Qu'est-ce qui motive les gens à venir participer aux activités là, du groupe? Et pour l'avoir testé, ça permet d'identifier des points pareil, qui sont peut-être passés, sur lesquels on est peut-être passé à travers quoi, dans la vie du groupe ou dans son animation. Donc, ça peut être un outil qui peut peut-être vous aider. S'il y en a qui sont partants, moi, je suis partant aussi pour le tester à nouveau avant de le diffuser plus largement. Mais peut-être ton mail ou ton téléphone, Thierry, dans le chat pour que les personnes puissent te recontacter si elles sont intéressées. Tu veux mon 06, c'est ça? Eh bien, écoutez, cette 8e radio bien-être touche à sa fin. Merci Claire, Laurent, Thierry et Elsa pour vos témoignages et votre participation. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés et posé des questions. Vous retrouverez prochainement un compte-rendu de la radio et le replay sur notre site internet. N'hésitez pas à le diffuser si vous pensez qu'il y a des personnes à qui ça pourrait servir. Cette radio a été réalisée avec l'appui de Elsa Ebrard, Antoine Carré, Muriel Astier et Pauline Mendes, des membres de l'équipe projet de Tram. Nous vous souhaitons à tous une bonne après-midi et vous disons à bientôt pour la prochaine Radio Bien-être. Merci Céline, merci à tous. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Ouais.